vous attendez. Merci. Voilà, je vous donne ma carte. Welcome. Bonjour. Donc c'est un très grand plaisir de vous recevoir ici à la Fondation Belgica, qui est une fondation de l'Institut de France, et auquel participent les 5 académies. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir, d'être ici pour Atom for Peace et pour célébrer le prix qui est remis à Claude Allègre. Dans une période un peu mouvementée en ce qui concerne l'atome, mais bon, c'est normal, après passer par des périodes euphoriques, on a des périodes de réflexion, puis on repasse par des périodes euphoriques. C'est je pense, le but de toute évolution scientifique. Donc je vous souhaite la bienvenue à tous et je vous laisse la place. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais me présenter. Nous sommes Atom for Peace et le World Council of Nuclear Workers. Et j'ai le plaisir également d'accueillir le président de l'International Institute of Sustainable Peace de Tokyo, le professeur Sawada, qui va donc nous faire une courte présentation sur ce qu'est Atom for Peace, dont je me permets de vous rappeler qu'il avait été créé dans les années 60 par la Fondation Ford. Il a disparu depuis. Et étroite connivence avec l'Agence internationale, nous avons décidé de le recréer dans les années 2005. Le premier récipiendaire était Mohamed El Baradei. Tetsuo, it's a great pleasure to have you with us this afternoon, and I give you the floor to make a presentation, a short presentation. Please. As you want, in English or in Japanese? English. So, bonsoir, Madame et Monsieur. Je suis Tetsuo Sawada from Japan. From now, I will speak in English. So this evening, I'm very deeply honored to be here to reward the Atoms for Peace Prize to Mushu Claude Allègre. Here I really show my sincere respect to your brilliant achievements. And as the representative of International Institute for Sustainable Peace, that had created the Atom for Peace Prize with the WONUC, I would like to make a short address about the spirit of this prize. We live on the Earth. It's a very unique, beautiful blue planet. It will be never replaced. So we are fragile creatures on the slight surface of the Earth. We're just 7 billion people. And our bodies and all the environments at the parts of the universe are made of about 110 sorts of elements. Our lives are the collaboratively existing with and supported by a variety of the other creatures, that is the minerals, plants, and animals. We are taught that the basic elements that make us have originated from the activities of stars. They are fusions and supernovae. It is not just for the energy supply, but our more important issue is to promote the welfare of the humankind by the use of the nuclear energy and radiation. What I want to emphasize here is that the nuclear energy will be not only for the energy security, but necessarily contribute to the human security. The prize is created as the driving force or turning point for it.
This time, it is my great honor that the prize goes to the symbolic person of the home run of the radiation science, as well as the leadership country of the nuclear power plants. We need friends to promote and spread the spirit of this prize. This evening, this rewarding ceremony is a small step, but I hope it will be a giant step for the nuclear security, so for the human security. Félicitations, Monsieur Allègre. Merci beaucoup. Quelques mots, donc vous avez des petits livrets. Nos deux associations essayent de faire des choses sérieuses dans le domaine du nucléaire. Et nous avons par exemple, nous sommes responsables de la plus importante ligne éditoriale du journal scientifique en matière de nucléaire, puisque nous avons 8 titres, le 9e est en cours, 8 titres qui sont publiés chez Indoor Science, c'est-à-dire une collection qui est plus importante que celle de nos amis américains, de l'American Chemical ou de l'IE. Parmi ces journaux, nous avons le grand plaisir, 2 des rédacteurs en chef sont ici, le professeur Nicolas Forêt, qui est là, donc l'INSERM à Lyon, rédacteur en chef de Laura Diachans, un élève de notre ami Maurice Tubiana, et nous avons également le rédacteur en chef de Nuclear Law, le professeur Athanase Semov, de l'Institut de Sofia en Bulgarie. J'ai le plaisir de vous présenter Claude Allègre. Claude Allègre est celui qui a empêché que Phoenix soit fermé. Et pour nous tous qui travaillons dans le nucléaire, la fin, plutôt l'arrêt des Fast Breeder Reactors est une blessure qui ne se refermera pas. Et nous devons redémarrer avec les Fast Breeder Reactors, et je remercie l'Académie des sciences d'avoir fait un rapport magnifique sur le cycle du thorium et les Fast Breeder Reactors, demandant à ce que cette filière soit relancée. Et M. Allègre, c'est vous qui avez sauvé Phoenix. Et pendant une vingtaine d'années, oui, M. Allègre, c'est vous qui l'avez sauvé. Mais je ne veux pas savoir que Claude Jean Allègre est né le 31 mars 1937 à Paris. C'est un géochimiste et un homme politique français. Ses travaux scientifiques et sa carrière de chercheur ont notamment été récompensés par le prix Crawford en 1986 et la médaille d'or du CNRS en 1994. Il a obtenu son doctorat en sciences physiques en 1967. Il était le professeur titulaire à Paris 7, puis vous êtes directeur de l'Institut de physique du globe de Paris. En 1992, vous avez été nommé à la présidence du BRG. Ses recherches lui ont valu la reconnaissance de la communauté scientifique internationale en 1986 avec l'obtention en compagnie de Gerald Joseph Wasserburg du prix Crawford, puis en 1987 la Wollaston Medal de la Geological Society of London, et Claude Allègre a également reçu la médaille d'or du CNRS. Il est membre de l'Académie des sciences et de la National Academy of Science. Il est également membre de l'IEF. Parallèlement à sa carrière scientifique, M. Allègre a publié un certain nombre d'ouvrages de vulgarisation et scientifiques, dont l'un, faut-il avoir peur des nucléaires, des querelles écologiques, etc. En tant que ministre du gouvernement, comme je le disais à l'instant, M. Allègre a sauvé les Fast Breeder Reactors en France. Et merci pour cela, merci du fond du cœur. C'est donc pour moi un grand plaisir et un grand honneur de demander à Tetsuo Sawada de vous remettre la médaille à ton portée. Regardez-moi. On n'a pas une petite et je vous laisse. Un petit regard et je vous... D'abord, le remerciement de m'avoir donné cette médaille. Alors, quand vous m'avez dit cela, j'ai cru que c'était essentiellement pour le travail scientifique que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait toute ma vie, ça s'appelait autrefois de la géologie nucléaire,
en fait on l'appelle géologie isotopique, c'est-à-dire j'ai passé ma vie à mesurer des rapports isotopiques ou à mesurer soit par spectrométrie de masse, soit par du comptage radioactif. Donc c'est d'ailleurs, j'ai commencé les premières mesures que j'ai faites en France au commissariat à l'énergie atomique parce que c'était le seul endroit où on pouvait manipuler ces méthodes dans le laboratoire qui était dirigé à l'époque par Étienne Roth. Donc mon activité a toujours été autour de ces problèmes de radioactivité. J'ai participé à la détermination de l'âge de la Terre, etc. Vous m'apprenez aussi que la raison essentielle, c'est parce que j'ai sauvé Phénix. Alors, je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Quand on a préparé le programme, on voulait s'allier effectivement avec les Verts de l'époque. D'abord, ils représentaient un peu plus au point de vue électoral. Et deuxièmement, ils étaient plus fréquentables. Donc, on a regardé un certain nombre de choses. On n'était pas très très contents, moi depuis longtemps, de Superphénix, qui avait été construit, à mon avis, et c'était l'avis aussi de quelqu'un que vous respectez tous, qui était Jules Horowitz, trop vite, sans maîtriser la technologie du sodium liquide complètement. Et d'ailleurs, le démontage Superphénix, je ne vous apprends rien, est une opération très difficile. Donc on a sauté sur l'occasion, en fait, de fermer Superphénix. Ça ne nous a pas coûté beaucoup, à moi en particulier. Mais par contre, on ne voulait absolument pas perdre la technologie des brideurs. Et par conséquent, on a demandé à maintenir Phénix. Il y a eu des couinements, mais j'ai été soutenu par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, qui était le ministre Strauss-Kahn. Et donc on a gardé notre capacité à... Voilà. Maintenant, le problème, comment il se pose? Je vais vous dire quelques mots sur ce problème du nucléaire. Quelle est ma vision actuelle? D'abord, bien sûr, j'ai écrit ce livre avec une deuxième version qui se vend, d'après ce que je sais, assez bien au Japon, qui a été traduit au Japon et en Corée, parce que j'ai été scandalisé par la propagande qui a été faite à partir de Fukushima. Et bien sûr, en particulier par cette chose qui m'a révolté, c'est de mettre des images de désolation, de maisons effondrées, de routes complètement dévastées, et de parler en même temps de centrales nucléaires, alors que ça n'avait rien à voir, c'était le tsunami. Tous les gens qui sont morts, il y en a sans doute 25 000, sont morts à cause du tsunami, et jusqu'à preuve du contraire, peut-être qu'il y en aura quelques-uns qui mourront par suite de l'accident nucléaire. En tous les cas, ça n'aura rien de comparable. Et on a fait ça systématiquement sur toutes les images, et ça m'a vraiment scandalisé parce que ça n'avait rien à voir. En même temps, c'était un manque de compassion pour les Japonais qui était énorme. Au lieu de faire des émissions pour dire, écoutez, donnez un peu d'argent, donnez des vivres, etc., on a des gens à sauver. Non, on faisait une propagande en disant, voilà l'horreur du nucléaire, voilà l'horreur du nucléaire. Alors bien sûr, derrière, il y avait le mot Fukushima, qui a le mauvais goût de ressembler à Hiroshima. Et par conséquent, ça sonnait comme une réminiscence de quelque chose qui laissait un souvenir assez terrible, surtout aux jeunes, plus qu'aux anciens qui n'ont pas connu la guerre. Donc, où on en est? Alors, je crois que... Quels sont les risques aujourd'hui du nucléaire? Les risques objectifs. Il y a beaucoup de causes possibles d'un accident nucléaire. Mais
on est obligé de voir que sur les 3 accidents nucléaires qui ont été sérieux, finalement, c'est pas beaucoup quand je compare aux accidents d'aviation ou aux accidents qui ont lieu dans les mines de charbon. Sur les 3, un est dû à un tsunami, et les 2 autres sont dus à des erreurs humaines. Et il ne faut pas oublier, le plus stupide étant sans doute Tchernobyl, avec des gens poussant à l'extrême les consignes de sécurité pour voir si elles pouvaient dépasser les limites. Mais tout le reste n'a pas été menaçant par rapport à cette question. Et des cyclones, il y en a eu, des inondations, il y en a eu, aucune n'a provoqué ces choses-là, sauf le problème au Japon du tsunami, sur lesquels, quand on réfléchit bien, les scientifiques ont une part de responsabilité, non pas les scientifiques du nucléaire, mais mes collègues de sciences de la Terre qui avaient fait des prévisions sur les séismes maximum qu'il pouvait y avoir et qui s'étaient quand même trompés de 2 ordres de magnitude, c'est-à-dire de 900, d'un facteur 900. Donc, on ne comprend pas pourquoi il suffisait de mettre cette centrale un peu en arrière de la mer avec les tuyaux pour qu'il n'y ait eu aucun problème. Non, pas du tout, on l'a rabaissé, on l'a mis au bord de la mer. Donc là, il y a eu quelque chose qui était quand même assez bizarre. Le problème donc de la sécurité des centrales n'est pas pour moi, en Occident, un problème majeur aujourd'hui par rapport à tous les autres risques que nous avons ailleurs. Je ne dis pas la même chose pour les centrales nucléaires des pays de l'Est, qui se sont certes un peu améliorées après Tchernobyl, mais qui n'ont pas été reconstruites comme il aurait été nécessaire de le faire. Mais il y a eu un refus des Russes. J'ai participé à ces négociations en tant que ministre et j'ai un souvenir de choses épouvantables parce que les Russes pensaient qu'ils savaient tout dans le nucléaire, tout ce qu'ils voulaient c'était de l'argent. Et ils voulaient reconstruire, et naturellement les Américains, les Anglais et nous disaient non, il faut que vous appreniez à construire des centrales sûres, on ne va pas vous donner de l'argent sans rien voir. Finalement, les affaires ne se sont pas faites et c'est vraiment dommage. Le problème qui reste, à mon avis, dans le nucléaire aujourd'hui, c'est donc pas, bien sûr, il faut toujours améliorer la sécurité, etc. C'est pas la sécurité des centrales au sens normal, c'est le problème des déchets que je considère personnellement comme non résolu, parce que vous citiez le fait que j'ai sauvé Phoenix, mais je me suis opposé à l'enfouissement profond. C'est vraiment, et ça a été parce que géologiquement c'était stupide. Mais surtout, c'était précisément ce que je combats, c'était la peur. L'idée c'était de dire, on les met à 4000 mètres, et comme ça on ne verra plus rien. Ou à 2000 mètres, on ne verra plus rien. Ce qui était pas une bonne manière de faire. Moi, j'étais dans une position délicate parce que j'étais président du BRGM et ce programme était une mine d'or pour le BRGM. Donc j'avais les syndicats venant me dire, mais Monsieur le Président, il ne faut rien dire, il faut accepter tout ça parce que c'est bon pour nous. Bon, moi, je me suis battu et j'ai empêché ça. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur du nucléaire. Les déchets stockés en subsurface, on les contrôle, on les mesure. Au fur et à mesure, si on a des nouvelles technologies pour traiter les déchets, pour détruire les déchets à vie longue, etc., on les utilisera. Mais en tous les cas, on fait face au danger. La technique qui consiste à dire on enfouit, on ne veut plus entendre parler, je pense que c'est une mauvaise technique psychologiquement. Je pense qu'il faut dire non, ils sont en surface, on les contrôle. J'ai constaté quand même une chose, je me souviens d'une conversation avec le président Mitterrand à ce sujet, qui était
qui était amusante. J'ai été obligé de lui dire à un moment que 2 sprinteurs courant le 100 mètres en 10 secondes, ça faisait jamais que courir le 100 mètres en 10 secondes et pas en 5 secondes. Et qu'en conséquence de quoi, 1 kilo d'uranium ou 2 grammes d'uranium, ça n'allait pas plus loin, les radiations n'allaient pas plus loin. Car il était persuadé que plus il y avait d'uranium et plus le rayonnement était profond. Donc c'était des trucs de ce genre. Il faut voir un peu comment on se trouve. Donc les déchets, le problème pour moi n'est pas résolu. Il n'est pas résolu d'une manière satisfaisante, mais il ne faut pas en avoir peur. Non pas pour la France, non pas pour les États-Unis d'Amérique, mais le nucléaire se répand, et ce qui s'est passé en Allemagne, et qui nous vaut beaucoup d'ennuis, est l'exemple à ne pas suivre. C'est-à-dire ces déchets qu'on colle dans des fûts n'importe où dans le sous-sol, et puis un jour, on ouvre le déchet, une caméra de télévision s'y colle, et à partir de ce moment-là, en Allemagne, ça sort tous les 6 mois. Évidemment, tout le monde ne peut qu'être absolument effrayé sur ce problème. Donc, je pense que les déchets, il faut être très strict, il faut être très, très lucide. Je vous dirai quelque chose tout à l'heure sur ce problème. Où va le nucléaire? Alors, je crois qu'une des choses qui est en train d'arriver, c'est qu'on a un changement dans notre pensée concernant l'énergie. Jusqu'à maintenant, la question, c'était quelle est la source d'énergie. Et maintenant, je crois qu'on se pose le problème différemment. On se dit quelles sont les combinaisons d'énergie qu'on peut utiliser au mieux pour tel endroit dans telle situation. Et nous avons une série de sources d'énergie possibles dans le futur. Je ne suis pas un grand fanatique des éoliennes, parce que les éoliennes, ça coûte très cher, et puis ça s'arrête périodiquement. Il y a un rapport qui vient d'être fait sur les éoliennes au Danemark, mais enfin, si on veut mettre des éoliennes, à condition qu'on n'en mette pas dans mon village, ça va. Ensuite, il y a... Oui, d'accord, je connais très bien ça. Je connais très bien. Ensuite, il y a le photovoltaïque. Le photovoltaïque, c'est sans nul doute une technologie qui va se développer. Personnellement, je la crois efficace de manière distribuée, c'est-à-dire dans les maisons pour fournir de l'énergie dans les maisons. Je ne crois pas aux grandes centrales photovoltaïques qu'on mettrait au Sahara, sans compter que, comme l'avait montré Pierre Aigrin il y a très longtemps, ça fabriquerait des tourbillons dans l'atmosphère absolument fantastiques. Mais sans parler de ça, je ne crois pas à cette technique. Il y a l'hydrogène. Bien sûr, sauf qu'on ne sait toujours pas le préparer correctement, mais ça avance. Et là-dessus, je ne peux pas en dire plus, mais il pourrait y avoir des surprises dans les années à venir, parce que la biologie est venue au service de l'énergie, et les biologistes, ils arrivent maintenant à fabriquer des petites bêtes qui ont des propriétés tout à fait intéressantes. Et puis, il y a le nucléaire, bien sûr. Il y a le nucléaire. Et le nucléaire, je pense que la grosse erreur, ça serait de ne pas évoluer. Et de ne pas investir davantage dans la recherche. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a naturellement les surgénérateurs. Mais je vais y revenir. C'est une nécessité de passer à une technologie comme celle-là, ou au thorium. Là, je connais très bien le sujet, et je vois des plaisanteries racontées dans les journaux sur les réserves d'uranium. Les réserves d'uranium, si le nucléaire se répand avec la technologie actuelle, on aura des problèmes, le prix de l'uranium montera,
et on aura des problèmes de coûts importants. Donc je pense qu'il faut venir à la 4e génération d'une manière ou d'une autre. Le thorium. Le thorium, comme vous savez, il a été arrêté après une expérimentation très bonne aux États-Unis pour des raisons, c'est les militaires américains qui l'ont arrêté parce que ça n'avait aucun intérêt militaire. Mais je pense que la filière à sel fondu est une filière sur laquelle nous devons reprendre des recherches dans ce domaine. Donc il y a ces choses-là. Et puis il y a le problème des petits réacteurs. Les petits réacteurs, finalement, on a des petits réacteurs, puisqu'on en a, on fait marcher les sous-marins nucléaires avec des petits réacteurs. Donc je pense que les petits réacteurs ont un énorme avantage par rapport à tous les autres, c'est qu'ils peuvent être mis dans une enceinte totalement close et par conséquent assurer la sécurité totalement. Ça, c'est le premier point. Mais la deuxième chose, surtout, c'est ce que je voulais dire sur ce problème. Alors, bien sûr, il y a le gaz et il y a le pétrole en plus. Sur l'idée que je crois qu'on va aller vers une gestion multipolaire de l'énergie. Et je pense qu'au lieu d'avoir quelque chose qui est d'énormes centrales avec une distribution, je pense qu'on va avoir davantage régionalement un ensemble de combinaisons qui permettront de gérer les problèmes énergétiques en jouant sur l'un sur l'autre et en naturellement résolvant l'intermittence énergétique. Bien sûr, j'ai oublié ce qui m'est le plus cher, la géothermie qui est actuellement sous-développée, mais vraiment sous-développée, alors que quand on sait que les besoins de chauffage représentent 45% et qu'ils pourraient être satisfaits au moins à moitié, à peu près partout, par la géothermie. Donc on a absolument besoin de développer la géothermie. Je vous fais une petite parenthèse pour ceux qui ne le savent pas. Il y a quelques années, très longtemps, 30, 40 ans, 35 ans, le BHM avait commencé à développer la géothermie dans la région parisienne. Malheureusement, ils avaient fait ça un peu vite, et donc l'eau qui était pompée dans le sous-sol était mise dans les radiateurs. Donc les radiateurs s'étaient bouchés parce que cette eau, elle contient du soufre, elle contient du carbonate, etc. Et donc les malheureux maires des communes s'étaient endettés pour mettre de la géothermie, ils étaient tout contents. Ils ont eu leur radiateur bouché et donc ils ont eu des pertes considérables. Ce qui fait que quelques années plus tard, quand votre serviteur a dit ben, il faut absolument partir de la géothermie, les ingénieurs du BRGM ont été accueillis avec des fusils en disant ah non, vous alors terminez, vous nous avez bouché les radiateurs, ça ne va pas commencer. Aujourd'hui, bien sûr, on ne fait plus ça. C'est-à-dire qu'on a des échangeurs et de chaleur et des eau propre qui roulent dans les radiateurs. Et vous avez le Valois, par exemple, fonctionne très largement en chauffage avec de la géothermie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va vers une multisource. Mais pour la France, le cœur restera pour longtemps le nucléaire, qu'on le veuille ou non. C'est le cœur, et ça serait une bêtise noire d'abandonner Alors, mes anciens amis du Parti Socialiste, qui ne savent pas bien compter, ils vendent 24 centrales contre 60 postes de députés, avec un parti qui fait 3%. On comprend difficilement l'arithmétique, mais c'est-à-dire que l'arithmétique n'est pas très bien enseignée actuellement dans les écoles. Peut-être l'ancien ministre de l'Éducation nationale a-t-il une responsabilité là-dedans. Mais en tous les cas, je ne comprends pas bien tout ça. C'est un peu difficile. Donc je crois que ce qui est important, c'est de voir ça, c'est de voir que les changements se font. Et là-dessus, on n'insiste jamais assez sur la rapidité, à partir d'un certain moment,
quand l'industrie se décide d'investir dans un domaine. Je faisais remarquer, quand j'étais ministre, un grand propagandiste de la voiture électrique. Et à l'époque, vous ne savez peut-être pas, on avait prévu d'équiper la Poste, etc., avec des voitures électriques, et la personne qui s'y opposait était ma collègue Dominique Voynet, sous prétexte que l'électrique, c'était synonyme d'électricité nucléaire. Et par conséquent, on n'a pas pu développer la voiture électrique. Maintenant, je vois qu'elle est en train de se développer, je vois que Bolloré n'arrive pas à en fabriquer assez pour les demandes de vente, et puis je viens de voir que, chose formidable, aux 24 heures du Mans, il va y avoir des voitures hybrides qui vont courir pour les 24 heures du Mans. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se faire du souci, ça veut dire que cette vague, la voiture hybride, voiture électrique, c'est quelque chose qui va rentrer très très vite, beaucoup plus vite. Carl Gaulle a raison, ça ira beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Donc sur ce nucléaire, s'il y a la voiture électrique, en France, c'est parce qu'il y a l'énergie nucléaire derrière, parce que sinon, on ne le ferait pas. Donc voilà ce que je veux dire. Moi, je n'ai pas de grands soucis sur l'avenir du nucléaire. Les Allemands, aujourd'hui c'est la mode d'imiter les Allemands. Sur ce plan-là, ça ne me paraît pas être une bonne imitation, d'autant plus que ce n'est pas basé sur des considérations scientifiques, c'est basé sur des considérations d'équilibre politique. La chancelière elle-même, sachant très bien ce qu'est le nucléaire, elle est physicienne, et je me souviens quand elle était ministre de l'Environnement du gouvernement Kohl, j'ai eu l'occasion de parler avec elle dans les sommets franco-allemands. Ses convictions ne me paraissaient pas être celles qu'elle a affichées récemment en arrêtant le nucléaire. Donc, ça c'est les enjeux de la politique. Donc, je ne suis pas sûr que ça continuera. De toute manière, c'est bon pour nous, parce que comme ça, on leur vendra de l'électricité. Donc, on a de quoi, EDF a de quoi être content de cette décision. Voilà ce que je voulais vous dire, en vous remerciant encore une fois. Et je crois que nous avons besoin, que le nucléaire a besoin de faire un effort, et je me permets de vous le dire, un effort important d'explication et de propagande. Je vais essayer de promouvoir une émission de télévision sur le nucléaire, franchement, sans cacher. Vous voyez que je ne suis pas un fanatique, je dis que les déchets, c'est pas résolu, etc. Mais l'autre jour, je voyais une émission sur le nucléaire à la télévision, et le malheureux ingénieur, il était quasiment agressé. On lui disait, mais ceci, mais il n'y a-t-il pas un danger? Il disait, non, ça on l'a résolu, mais pourquoi? Et donc, le total était quelque chose qui était entièrement négatif. Donc, je crois qu'il faut avoir une attitude ouverte sur ce sujet, de continuer à informer, encore une fois, loyalement, sans cacher les problèmes, sans cacher les difficultés, sans cacher les possibilités d'accidents ou ceci, mais en défendant ce qui me paraît être la chose la plus raisonnable dans l'état actuel. Voilà, merci, et merci encore une fois. Je vais vous inviter pour une collation. Merci. Donc, ça là-bas.